Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 13e numéro de votre émission 52 minutes chrono aujourd'hui. Et comme la semaine dernière, le handball se taille la part du lion, mais donc l'occasion également de parler de basketball avec ce magnifique parcours du GS pétrolier. Les pétroliers qui ont remporté donc la première phase de la première édition de la Ligue africaine de basketball. C'était à Yaoundé dimanche après-midi. Donc l'affiche handballistique entre le CR Bourj-Bouaïdj et le Saïn Touta, qui ne connaît pas de vainqueur alors que le MB Tajnant subit sa première défaite dans le groupe B. Et puis malheureux incident à Ouargla, le bus de l'ES Arceau caillassé après le match opposant l'équipe de l'OS Arceau face à l'équipe de Ouargla. On parlera équitation, la coupe de la fédération algérienne à Ain Defla. Les équipes locales dominent la compétition, tout cela. Et comme vous venez de découvrir à travers les titres avec nos invités et notre consultant maison, Nordine Hani, qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine, bonsoir. Un plaisir qui est toujours partagé et quel plaisir, on va parler handball aujourd'hui. Handball et avec un invité spécial aujourd'hui. Enfin, il est là. Il est avec nous à la rencontre tant attendue avec M. Habib Laban, président de la Fédération algérienne. C'est un habitué lui également à 52 chrono et c'est certainement avec un grand plaisir qu'il est avec nous pour parler de sa discipline chère. Bonsoir Habib. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine. Bien sûr, c'est avec un grand plaisir que je suis ici. Oui. Bonsoir aussi aux téléspectateurs qui vont suivre et qui s'intéressent à notre discipline, le handball. C'est tout simplement le deuxième sport le plus populaire en Algérie. Exact. On a vu l'engouement que ça a donné à l'occasion de la Coupe d'Afrique et le championnat du monde, U21 également ici. Non, de toute façon, ça a toujours été une discipline qui a toujours drainé beaucoup de foule et beaucoup de sympathisants. Je pense que c'est la deuxième, effectivement, c'est la deuxième discipline en Algérie en termes de public et la première discipline en Algérie en termes de résultats aussi. Et c'est certainement avec grand intérêt, Habib Laban, que vous suiviez les dernières années donc, les émissions de la télévision algérienne, notamment la nôtre, 52 minutes chrono. Et à chaque fois, on parle, puisque nous avons un spécialiste maison, un technicien, en la personne de Nordine Hani. Comment vous avez suivi, comment vous avez vécu surtout ces 3 dernières saisons qui ont été, il faut le dire, il faut le rappeler, difficiles pour le handball algérien? Je pense que le handball a repris de son engouement, de son dynamisme, parce qu'à un certain moment aussi, c'était une discipline qui a pratiquement été au creux de la vague. Donc je pense que les dernières années, cette discipline a repris quand même un certain dynamisme et ça c'est pas fortuit aussi, c'est par rapport à tous les gens qui sont en train d'activer au niveau de cette discipline. C'est une situation un petit peu générale qui touche le handball algérien. Nordine Hani, vous êtes certainement très content de recevoir le premier responsable de la fédération algérienne pour la simple raison que vous également, vous aimez la petite balle et donc vous donnerez tout pour qu'elle retrouve son lustre d'antan. Écoutez, c'est pas que j'aime la petite balle, je n'ai fait que cela de toute ma vie, donc je me suis lancé très jeune dans le handball en tant que joueur, j'en ai fait une carrière, même après avoir arrêté donc, en tant que technicien, je me suis toujours reconverti en tant que consultant, toujours dans cette spécialité le handball, à la décharge de Habib Laban, même si ces derniers temps, les résultats du handball sont, dirons, catastrophiques à la décharge de Habib Laban. Et c'est pas parce qu'il est là, parce que les gens pensent que j'ai un problème particulier avec Habib Laban. Nous n'avons aucun problème particulier. Notre seul lien, c'est notre passion, c'est le handball. Le handball est passé par des périodes de tergiversation. Il y a eu des présidents qui sont passés, notamment celui qui était avant lui. C'est dommage, et je le cite parce que ça a été un enseignant pour moi, c'est Saïd Bouhamra, qui a laissé un petit peu aller ce handball dans le déclin. On est arrivé à des... Vous allez l'avoir sur le dos, encore lui. Mais j'ai toujours eu des gens sur le dos, mais pas spécialement les gens, mais c'est les fédérations qui sont passées par là. Je sais aussi que Habib Laban n'a pas choisi son bureau, et j'en ai toujours parlé. Quand on prend un président, il faut qu'on le laisse choisir son bureau, parce que les gens qui l'entourent, ils doivent avoir d'abord la confiance de Habib Laban, et Habib Laban doit avoir leur confiance.
Il ne faut pas que ce soit des gens qui ont des intérêts personnels. On voit que maintenant, dans les fédérations, c'est des présidents de clubs, c'est des présidents de ligues, c'est des anciens arbitres, c'est des gens qui ont des intérêts particuliers. Oui. Donc je pense que c'est ça le véritable mal du handball algérien. Mal de sport également. Absolument. Donc j'ai eu une discussion en dehors des studios avec Habib Laban. Il a un projet, il vient de m'expliquer son projet. Je trouve que c'est un projet que j'ai toujours défendu. Donc ce n'est qu'une bonne chose, quelque chose de positif. Pour le handball algérien, Habib Laban sera là et il partira, Nordine Henni sera là et il partira, le handball restera toujours le handball et je me battrai toujours pour le handball. Jusque-là, ça va bien? Vous êtes d'accord avec Nordine? Bien... Non, je pense qu'il n'y a pas de débat à mettre en place parce que je pense que chacun a son avis et je pense que tout le monde doit respecter l'avis de l'autre. Après, bon, bien sûr, il y a des vérités et des contre-vérités. Je pense que c'est ça, au fait, c'est ça le débat. Le débat, c'est de dire les choses en vérifiant leurs sources ou bien en vérifiant la véracité de la chose. Critique objective. Voilà, il faut être objectif, que ce soit après il y a toujours des critiques, il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que doit faire ou bien c'est ce qu'on doit faire pour évoluer ensemble, parce que au fait, la fédération, c'est pas Habib Laban seulement, c'est pas les présidents des clubs seuls, c'est pas les présidents des ligues seuls, c'est toute la discipline qui doit avoir le même objectif et de faire en sorte que cet objectif, justement, on arrive au terme de cet objectif. Et après, bien sûr, on est là pour expliquer certaines choses s'il y a des informations que vous n'avez pas. Et je pense que ça ne pourrait que marcher comme ça. Alors aujourd'hui, c'est clair, le cheval de bataille de Nordine Henni et de toutes les missions, ça a été l'urgence de placer une DTN depuis des années, la direction technique, mais aussi que le handball reprenne sa place qu'il mérite. Vous êtes dans ce mandat olympique. On sait qu'il y a eu des périodes difficiles pour notre équipe nationale, notamment la place qu'elle ne mérite pas au dernier championnat d'Afrique. Comment vous avez vécu ces 3 dernières saisons, avant de parler de ce qui reste du mandat? Alors, je vais vous dire très sincèrement, on a pris la fédération dans une situation très, très, très difficile. D'ailleurs, on a pris la fédération, 4 mois après, il y avait le championnat du monde. On devait organiser un championnat du monde qui n'était pas du tout préparé. Donc, ça, c'était le premier défi qu'on a relevé, alhamdoulilah, bien sûr, avec la participation de tout le monde. Et après, on a trouvé une situation pour les équipes nationales qui était catastrophique. Il n'y avait plus d'équipe nationale. L'équipe nationale n'existait pas depuis déjà 2 années auparavant. Une équipe qui n'existait pas. Je parle de l'équipe A. Alors, je ne parlerai même pas des autres catégories parce que réellement, c'était des catégories qui étaient oubliées carrément. Donc, il fallait, dans tout cet amalgame, il fallait trouver des priorités et s'attaquer aux priorités. Et après, bien sûr, avec le temps, essayer de mettre en place la stratégie qu'il fallait mettre en place pour que la discipline revienne à son niveau, au moins au niveau qu'elle mérite, oui. et ça à tous les niveaux. Ça vous fait mal, très mal de voir la situation actuelle du handball, notamment de voir les voisins émerger et gagner des titres africains chez les jeunes. Alors, je vais vous dire, j'ai quitté la fédération en 2012. En 2012, d'ailleurs, Nordine Henni peut témoigner, en 2012, on était vice-champion d'Afrique et on a eu ce résultat haut la main. C'était une trajectoire qui était ascendante. Ça veut dire qu'on a démarré pratiquement de 2006 où l'équipe était pratiquement dans la même situation à laquelle on l'a trouvée. C'était 5e ou 6e africain. Après 2008, on a repris quand même une des 3 premières places. Après, en 2010, en 2008, on se faisait battre par la Tunisie par 16 buts d'écart. Et c'était pas pendant un match, mais c'était ça le niveau parce que c'était répétitif. En 2010, quand même, on est parti, on a fait une prestation, je dirais, très positive en Égypte. En 2012, c'était les demi-finales qu'on n'avait pas joué depuis 2002.
Et l'objectif principal, c'était d'arriver à avoir le championnat d'Afrique que, bon, avec toute modestie, que moi j'ai ramené à l'Algérie, le championnat d'Afrique 2014. Et c'était l'objectif parce qu'il y avait des paramètres qui disaient qu'on ne pouvait pas avoir le championnat d'Afrique après, parce qu'il y avait toute une génération qui allait partir. Et avant, c'était pratiquement trop tôt. Voilà, donc je pense que... tout le monde reconnaît que votre rôle au niveau de la Confédération africaine et l'IHF, l'instance mondiale, a été prépondérant. Donc, après cela, c'était la dégringolade. Bon, après, je ne sais pas quelles étaient les raisons, parce que j'étais plus au handball. Mais la situation dans laquelle on était, je pense que c'était une situation catastrophique. Et bien sûr que ça fait mal à tous les handballeurs d'avoir des résultats qui ne sont pas les nôtres, en fait. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. On continue à défendre cette discipline et les autres disciplines sans ségrégation et sans régionalisme. On va y revenir vers la fin de l'émission. Nordine Hani, on va parler de championnat et certainement vous serez intéressé, M. Habib Laban, de découvrir ce qui s'est passé à Borj Bouaïj à l'occasion de l'affiche de cette journée entre Borj Bouaïj et Ain Touta. Tout d'abord, il faut dire que cette année, le championnat est quelque peu intéressant. On avait l'habitude de voir des équipes dominées telles que le GSP, d'autres équipes qui essayaient de jouer les troubles faits. Cette année, on a quand même un championnat qui est très intéressant, où il y a des très belles rencontres, des rencontres très disputées. Et Ain Touta, Borj Bouaïj en est une. Borj Bouaïj première, Ain Touta seconde avec 1 point, un match à suspense. Et c'était la finale de l'année passée. Oui. La finale du championnat. Un public nombreux, des joueurs, on a pu découvrir, il y a des talents qui sont en train de monter. Vous allez les voir, hein, que ce soit de Borj. Et là, je reviens aux 6 joueurs de Djmila. Et je fais un coucou aux gens de Djmila qui ont été contents et qui sont venus me voir à la fin du match pour me dire merci de parler de l'école de Djmila. Une équipe de Djmila qui n'a pas les moyens de jouer en senior, qui font dans leur formation. L'entraîneur Badis est également de Djmila. De l'autre côté, le retour de Brahim Boudrali, un entraîneur qui est quand même reconnu, qui revient donc des pays du Golfe et qui entraîne Ain Touta. Ain Touta, où il y a un président qui est là depuis longtemps, que j'ai connu puisque j'ai travaillé avec lui, qui a des ambitions, mais qui est mal conseillé parce qu'il essaye de ramener des joueurs, alors qu'il a une bonne pépinière en bas. Moi, je les ai vus, les jeunes travailler. Et ils ont des jeunes, et les gens sont pressés de rapidement être premiers, d'être champions. Mais je pense qu'ils ont fait un très grand match, un match nul, somme toute logique, on va le voir à travers les images. Tous les ingrédients pour réussir une très très belle affiche, comme vous allez découvrir à travers ce reportage, signé Nordine Hani. La dernière journée de la phase allée du championnat d'excellence nous offrait une belle affiche. Le leader, le CRB Borj Bouaïj, accueille un poursuivant, l'ES Ain Touta. 2 équipes aux mêmes ambitions, le titre national. Devant un nombreux public, la rencontre tiendra toutes ses promesses. D'entrée de jeu, les poulains de Brahim Boudrali vont dominer les débats et imposer leur rythme. Sentant le danger, les Bordiens vont se ressaisir et terminer en force la première mi-temps. De retour des vestiaires, Borj connaîtra un passage à vide qui permettra aux camarades de l'excellent gardien Salem, auteur d'une belle prestation, de revenir au score. Le mano à mano continuera jusqu'au coup de sifflet final avec une fin de rencontre époustouflante où le suspense régnera. Et c'est dans les dernières secondes que les poulains de Nordine Badis arrachent le but du nul. Un nul qui satisfait les 2 formations, nul logique au vu du rapport des forces en présence. On a joué aujourd'hui contre une équipe très coriace. On a joué jusqu'à la dernière seconde. Je pense que ce résultat était équitable pour les 2 équipes. Inch'Allah, on est toujours à la tête du tableau. Cet résultat il nous donne, Inch'Allah, la confiance et la volonté pour bien préparer la deuxième phase. C'était très serré, très physique également, par moment. Parce que par moment, je pense qu'on a laissé trop jouer, surtout le Borj. Et sinon, je pense que ça a été un bon match de handball. Un bon derby, c'est ça un derby. Et ça se jouait sur des petits détails. On pouvait gagner comme on pouvait perdre, mais alhamdoulilah,
on est sorti avec un match nul, mais je pense qu'on avait l'avantage, nous, pour gagner que. Alors, ravi de retrouver également Brahim Boudrali qui a fait les beaux jours du handball algérien. Habib. Oui, bien sûr, c'est un grand monsieur du handball, Brahim. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que personne aussi, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Content également de voir que c'est la seule discipline qui remplit les salles. Vous avez vu le handball, ce qui est. Non, alhamdoulilah, je vous ai dit, ça a vraiment repris, que ce soit à travers l'engouement du public, à travers la compétition qui est. D'ailleurs, vous avez parlé de l'année passée. On n'a pas su le champion de l'année passée jusqu'à la dernière journée. C'était l'affiche entre. Voilà, c'était le Borj et Ain Touta, oui. Donc c'est une bonne chose pour le handball et pour les joueurs et surtout pour les joueurs qui vont jouer en équipe nationale. Le fait d'avoir un championnat comme ça compétitif, je pense que c'est une très très bonne chose. Voilà, une affiche qui a tenu toutes ses promesses. Nordinen. Alors donc dans ce groupe-là, le Borj Barlis conserve sa première place, Ain Touta reste second, mais la surprise, comme le disait tout à l'heure donc Habib, c'est le MM Batna. Une équipe qui, depuis 1995, avait disparu de la circulation après avoir été championne d'Afrique. Elle disparaît, elle revient, elle accède et elle est en première position. Cette fois-ci, c'est Saourat qui en a fait les frais. 28-23 pour Batna. Ouergla Arze, 25-26. Première victoire de Arze. Et en déplacement, plus à Ouergla, il y a eu des problèmes à la fin, on en reparlera. Et puis, le Moulida de Saïda souffle de nouveau, une équipe qui aussi a connu beaucoup de problèmes et qui bat Shelroum El-Aid 22-14. Là, il y a un petit problème. Je n'ai pas encore compris pourquoi cette différence de 8 buts pour Shelroum El-Aid. Shelroum El-Aid, qui est quand même une équipe qui a tenu en échec beaucoup d'autres équipes. Donc, Borj est première en compagnie de Batna, Ain Touta troisième, avec 1 point d'écart. La Saoura. Et une surprise également, la Saoura, 4e avec 9 points. Et puis derrière, Shelroum El 6 points en compagnie de Saïda. Arz 7 points, 7e avec 2 points. Et lycée Ouergla, 1 point. Voilà, on va découvrir tout à l'heure, de toute façon, les résultats. On va parler du championnat. Tout d'abord, un championnat qui se vend à Habib Laban, puisqu'il y a des joueurs qui s'exportent à l'étranger, à l'image de Hal Sadouk la dernière fois. Donc il est parti avant le début du championnat. Et il y a le joueur Hellel, qui a été honoré dernièrement à l'occasion de son dernier match face à Ain Touta. Qui est parti au Qatar. Bon, c'est un joueur qui a été sélectionné aussi en équipe nationale. Je pense que, comme dit Henny, il y a beaucoup de joueurs qu'on peut exporter. Déjà, qu'on peut exploiter ici, et avant de les exporter, je pense que ça, c'est les fruits de la compétition nationale et aussi du travail des clubs. Il y a des clubs quand même qui travaillent malgré toutes les difficultés qu'il y a, parce que quand on voit je parle même pour les autres disciplines des sports collectifs, il y a beaucoup de difficultés financières au niveau des clubs. Et je pense que le fait à chaque fois de reporter le début du championnat ou bien de discuter avec les clubs parce qu'ils ne peuvent pas s'engager, je pense que là, il y a problème. Ouais, et puis, il y a un problème que je voudrais soulever, puisque je profite de l'occasion que Habib est là, c'est que le handball est passé de professionnalisme sans statut. Avant, c'était un sport qui était amateur, les joueurs ne percevaient pas d'argent. Maintenant, on voit que les joueurs, la majorité donc, de la subvention, c'est pour assurer les salaires des joueurs. Alors que dans les textes au niveau du ministère et tout, il n'y a pas de statut de professionnalisme. Est-ce qu'il n'y a pas manière de remédier à cela pour instaurer carrément un professionnalisme dans le handball? De toute façon, c'était et c'est toujours un de mes projets. J'ai toujours parlé de mettre en place un championnat professionnel. Bon, je me suis donné 3 ans, mais quand on voit la réalité du terrain, c'est pas possible de le faire tout de suite. Mais je pense que c'est un projet qui doit avoir ou bien voir le jour, et c'est un projet qui va ramener beaucoup à notre discipline. C'est vrai que et ça, je reviens au texte, parce que au fait, il faut adapter aussi les textes à la réalité du terrain. La réalité, oui. C'est d'avoir une réforme qui puisse. Il y a je pense qu'il y a beaucoup de textes qui sont dépassés par le temps. Et d'ailleurs, nous, au niveau de la fédération, on a
repris certains textes qui régissent la compétition justement pour être à jour, parce qu'ils sont vraiment dépassés et c'était des textes qui ont été faits, je pense, à la carte par rapport à certaines, enfin je dirais par rapport à certaines personnes. Oui. Quand je dis certaines personnes, par rapport à certains clubs peut-être, par rapport à certaines ligues, mais qui n'arrangeaient vraiment pas la discipline. Voilà, l'urgence de revoir les textes. Alors, on va écouter Hellel, le joueur de Bosch Boaïdj, qui va tenter une expérience professionnelle au Qatar. Il exprime ses sentiments par rapport au remerciement du club. هذه آخر مباراة لي مع الفريق البرجي ونشكر كذلك أنهم كرموني بالنسبة لي آخر مباراة معهم ونشكرهم كذلك أنهم سهلوا لي باش نروح وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق زملائي في الفريق اللي كنت نلعب فيه وإن شاء الله التتويج في البطولة والكأس. وأول حاجة أنه الفريق اللي راني متجه له النادي الأهلي القطري إن شاء الله نقدم الإضافة للفريق ونكون قد المسؤوليه اللي راح يعطيوها لي وان شاء الله نشرف الرايه الجزائريه في L'objectif de représenter dignement l'Algérie. L'équipe nationale, M. Habib Laban, on prépare un événement important, le championnat d'Afrique, avec l'objectif de partir au championnat du monde. Ça peut se faire puisque les 6 premiers, avec l'Égypte, donc les 7 premiers sont qualifiés et cet objectif de, on ne va pas dire reconquérir le titre africain, mais surtout jouer le podium, c'est dans nos cordes. Quand on se base sur le tirage au sort. C'est l'objectif caché de la fédération. Bon, maintenant il n'est plus caché parce que être au championnat du monde, maintenant je pense qu'avec les nouvelles règles de la Fédération internationale de handball qui permet à 5 équipes de chaque continent d'être au championnat du monde, et le fait que l'Égypte organise le championnat du monde et que la Tunisie ait fait un bon résultat au dernier championnat du monde, elle et l'Égypte, l'Afrique a cette place. Ça c'est l'objectif qu'on s'est fixé avec l'entraîneur national avant d'avoir toutes ces donnes. Maintenant bien sûr je pense qu'on ne va pas en Tunisie pour se classer parmi les 7 premiers. Bon, je pense que c'est dans nos cordes. Mais l'objectif qu'on a discuté avec l'entraîneur, c'est au moins d'être dans le carré final pour le championnat d'Afrique. Et quand on est dans le carré final, je pense que tout est jouable après. Oui. Très bien, tout est jouable, c'est ce qu'on souhaite pour notre équipe nationale. Une préparation assez spéciale, vu que l'entraîneur n'a pas eu le dur d'entraîneur, Laporte et Laban Tahar n'ont pas eu assez de temps pour préparer l'événement. Non, ils ont eu le temps qu'ils ont demandé pour la préparation. Je pense que combien de mois? 8 mois avant la compétition, je pense que c'est largement suffisant. Parce que maintenant, ce n'est plus comme avant. Les préparations des équipes nationales ne se feront plus de la même manière qu'auparavant. Maintenant, il y a des équipes qui vont 3 jours avant, qui se regroupent 3 jours avant la compétition. Le travail se fait et la majorité, bien sûr, le plus gros du travail se fait dans les clubs. Et vous n'avez qu'à voir les périodes IHF. Je pense que les grandes nations du handball, c'est pendant ces périodes-là qu'ils peuvent ou bien qu'elles peuvent regrouper leurs joueurs, parce que la majorité des joueurs, c'est des joueurs professionnels. Moi, je pense que, devant le président de fédération, moi je pense qu'on peut être champion d'Afrique. Je l'ai déjà dit, les gens vont me prendre pour un fou, mais on peut être champion d'Afrique. Mais moi, en tant que fédération algérienne de handball, on ne doit pas être pressé. Parce que le handball est passé par il est arrivé à un déclin. Pas un déclin. Déjà qu'on aspire à redevenir champion d'Afrique ou être dans le carré, c'est déjà un retour du handball. C'est bien de penser comme ça. Toutes les semaines, je suis sur tous les terrains d'Algérie, pas d'Alger, pour ceux qui parlent de régionalisme. Et j'ai vu, il y a des jeunes qui sont en train de monter en puissance. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à Alain Porte et à Tahar Laban,
que je salue au passage, un gentil garçon. Et Tahar Laban a été sélectionné pour la première fois en 97. Et l'entraîneur de l'époque, c'était Nordenani. Donc Tahar Laban que je connais bien. Et donc il faut laisser le temps à cette équipe de travailler. Et ne pas se fixer comme objectif ces Jeux Olympiques. Mais les prochains Jeux Olympiques, oui, il y a de la patte. Il y a des clubs qui travaillent. Il faut juste, comme on a dit, revenir à un championnat professionnel, diminuer peut-être le nombre des équipes au niveau du championnat pour mettre beaucoup plus de moyens pour que ce soit un bon championnat, à 8 clubs par exemple, ou à 10 clubs comme c'était avant. Mais je pense qu'il ne faut pas se presser pour cette équipe nationale et tout est bénef, tout est bénef. Vous vous battez pour le facteur temps, mais également vous battez pour l'urgence de placer une DTN. Ça fait des années que vous en parlez. Vous en pensez également, Monsieur le Président, par rapport à ça? Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. On a placé un DTN dès notre arrivée à la fédération, un mois, peut-être un mois après, bon, qui est parti pour des raisons. Parce que, au fait, il y a des problèmes au niveau des clubs, il y a des problèmes dans la discipline de manière générale et les vrais problèmes sont vraiment des problèmes financiers. Et la fédération aussi n'échappe pas à ce problème-là. Vous parlez de Farouk Gheli, là? Oui, c'était lui qui était DTN. Après, bien sûr, il est parti. Après, on a mis Sofiane Hewani qui a décroché aussi un contrat aux Émirats, donc on revient toujours aux problèmes financiers. Et là maintenant, on est normalement sur une bonne piste. Une bonne piste. Enfin, c'est quasiment fait. Maintenant, il ne restait que l'annoncer parce qu'on voulait le faire de manière officielle, oui, et aussi permettre à toute la presse d'avoir l'information au même moment. Voilà, pour ne pas faire de discrimination, je pense que Nordine pourrait le dire. Écoutez, moi j'ai eu la confirmation, donc j'ai discuté avec la personne, c'est quelqu'un qui mérite, c'est quelqu'un qui va faire l'unanimité, parce que c'est quelqu'un qui aime le handball, si je peux le dire, donc c'est Karim Bishkor, qui a entraîné plusieurs clubs, qui est un enfant du handball. Il va y avoir également Koldelouad Filali qui va être directeur des équipes nationales. Donc on va vers ce qu'on a toujours demandé, donc vers une organisation, parce que les assemblées générales, telles qu'elles ont été faites par certains ministres qui sont passés, qui ont enlevé les techniciens, on se retrouve dans une assemblée générale où il n'y a pas de technicien, dans un bureau fédéral où il n'y a pas de technicien. Donc le président se trouve sans technicien, alors que le handball et toutes les autres disciplines sont gérés sur le terrain par des techniciens. C'est pour ça qu'on demande une direction technique nationale. On demande, j'en avais parlé avec Habib Laban juste après son élection, en parlant de la DTN, du collège technique, qui est très important, le collège technique des entraîneurs. C'est toutes ces choses-là qui peuvent donner au handball en particulier et au sport en général une bonne base pour devenir le pays qu'on était avant dans le monde du sport. Très bien, alors une solide DTN pour relancer la discipline. Allez, on continue de parler équipe nationale. On va écouter cette fois-ci le gardien de l'équipe de Borj qui a été sélectionné. Il nous parle de la première phase de préparation pour ces championnats d'Afrique. التربص كان مليح، كان فات هايل من جميع النواحي. الحمد لله ختمنا تربص فوز ضد فريق نيم. هذا ما ان شاء الله لقدام ان شاء الله. لاعبين محترفين كانوا فورمه مليحه، عاونونا بزاف ان شاء الله. والحمد لله الحاجه المليحه هي كاين تناسق بين اللاعبين المحترفين والمحليين. Voilà, donc c'était le gardien de but Hamzaoui, le gardien de l'équipe de Barakha qui revenait sur le stage qui s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Allez, l'autre match, cette fois-ci, comptant pour le groupe B. Et là, dans ce groupe, avant de parler de ce qui devait faire l'affiche GSP CRB Barakha, on va parler de cette première défaite du MB Tajnat dans ce groupe B.
Alors, le MB Tejnan, ça a été la révélation. Hein. Personne ne l'attendait. J'avais parlé avec le président du club qui avait des problèmes, qui avait fait un déplacement sans moyen pour venir jouer contre le GSP, qui avait battu le GSP. On s'est dit c'est une surprise, mais il a continué et il est resté. Donc il a joué 6 matchs sans aucune défaite. Et là, il jouait une équipe de Annaba qui, elle, avait mal débuté dans le championnat, qui s'est reprise en battant le GSP ici à Alger. Ensuite, elle a battu Berraqi à Alger, même si Berraqi n'est plus le Berraqi d'avant. Et elle confirme en donnant la première défaite donc, à Tejnant, une équipe de Annaba. Ça fait plaisir hein, que Annaba revienne. C'est une école Annaba avec 2 enfants du handball, donc Boudrali et Hicham, et Loukil Abdelghani, Ammar Bouchami et Nigli, 2 anciens qui sont là derrière dans le bureau donc, de cette équipe. Et on l'avait vu à l'occasion de la finale de la Supercoupe, combien Boudrali était content de savoir que Tahar Laban était entraîneur national adjoint. Donc, grande complicité entre ces athlètes de la même génération. Absolument. Donc, une équipe de Annaba qui a aussi, disons-le, des joueurs du cru. Contrairement à d'autres équipes qui sont là, qui essayent d'acheter des joueurs. Quand il y a de l'argent, quand il n'y a plus d'argent, ces équipes n'arrivent plus à jouer. Annaba est en train de monter progressivement avec des enfants du cru. Donc c'est une équipe qui va faire mal à l'avenir. Et c'est une bonne chose pour le handball algérien. Habib, oui, je pense que Annaba actuellement, c'est l'exemple à suivre. Je pense que avec des enfants, de toute façon, ça a toujours été leur politique. Je ne sais pas si vous vous rappelez les années des Boudrali Hichem, Loukil Abdelghani, Graïch, et toute cette armada de joueurs de Annaba qui faisaient les beaux jours de l'équipe nationale et aussi de pratiquement tous les clubs. Même avant, il ne faut pas, sinon il va nous en vouloir à Kachali et Farfar. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense qu'il y avait une génération et ça a toujours été un réservoir pour le handball national. Et ce n'est que, récompense que des joueurs comme ça encadrent. Et sous quelle coupe la coupe de leur entraîneur à l'époque, Bouchami, et qu'il y ait des joueurs de Annaba qui sont en train aussi de revenir sur la scène nationale. Et je pense que cette équipe-là va faire vraiment très mal dans l'avenir. Dans l'avenir, très bien. Alors, il y a quelques saisons, et comparément aux autres disciplines, le GSP faisait un petit peu sa loi. Ce n'est pas le cas ces 2-3 dernières saisons. Ils ont des difficultés à s'imposer, notamment chez les messieurs. Je pense que c'est une bonne chose pour la compétition nationale parce que le fait d'avoir une équipe ou bien 2 équipes qui ont déjà des titres avant de commencer la compétition, je pense que c'est une mauvaise chose. Ça tue la compétition. Voilà, ça tue la compétition et je pense que c'est une très très bonne chose que des clubs comme Borj, comme Ain Touta, comme Skikda, comme Berraqi, voilà, je pense que toutes les équipes, pratiquement toutes les équipes, sont en train de faire ou bien de jouer dans leur rôle dans ce championnat national. Très bien. Alors, prochain match qu'on va découvrir, celui qui a opposé le GSP face à l'équipe de Berraqi, un match qui devait constituer l'affiche de cette journée, mais l'équipe de Berraqi n'est plus la même, comme vous allez le découvrir à travers ce reportage signé Sofiane Hamoudi. Le match au sommet de cette 7e journée a été sans contexte. La confrontation entre le GSP Pétrolier et le CRBB Berraqi. Comme attendu, la partie a été très disputée et la victoire s'est jouée sur les détails. Les 2 protagonistes ont fait jeu égal durant la première mi-temps et ont rejoint les vestiaires sur le score 13-9. Dans une rencontre où tout s'est joué en défense avec des excellents gardiens des 2 équipes. Après la pause, Berraqi a tenté en vain de prendre le devant dans ce match, mais ces occasions ont été soit captées par l'excellent gardien de but du GSP qui a profité pour faire la différence. C'est ce qui explique le résultat final au tableau d'affichage 20-29 pour le groupement sportif pétrolier. Et bon, premièrement, je félicite l'équipe de GSP pour la victoire. Les joueurs ils étaient à côté. On a raté beaucoup de balles. La chose c'est impossible de gagner un match avec autant de ratés.
Bon, ça, l'équipe adverse, ils ont profité de chaque occasion. Ils ont mis dans les buts, les balles dans les buts. Mais bon, il y a du travail, il y a un long chemin. Je l'ai dit déjà, il faut qu'on reconstruise cette équipe avec une équipe jeune. On a 2 mois et demi de trêve. On aura le temps, Inch'Allah, pour travailler cette équipe. Bon, le match était un peu difficile pour les deux formations. Déjà, les deux, que ce soit Barraq et le GSP, on est dans une période un peu difficile pour le championnat. Je trouve que le match, on n'a pas su le gérer en attaque. On n'a pas su trouver le bon rythme pour l'attaque. Mais mis à part ça, il reste la deuxième phase du championnat. On a le retour. On va essayer de jouer le play-off, Inch'Allah. En attendant les prochains matchs, Inch'Allah, on va essayer de trouver le bon rythme surtout parce qu'on manque vraiment de rythme. Alhamdoulilah pour la victoire. Le match contre Barraq, c'est toujours avec des tensions et tout, avec un derby algérois. L'essentiel qu'on a ramené 2 points, surtout avec les 2 défaites contre Tajnant et Annaba. Je dirais notre objectif de ce match est essayer de gagner. Et là, alhamdoulilah, on a gagné. Et on a discuté avec nos joueurs pour éviter, surtout on a 7 joueurs d'équipe nationale, pour éviter les blessures, pour qu'on donne nos joueurs à l'équipe nationale pour qu'ils se préparent sérieusement. Alhamdoulilah, on a géré le match. Il y avait le fair play sur le terrain. Alhamdoulilah, notre objectif, on a gagné. Et tant mieux pour nous. L'équipe du GSP qui reprend du service après 2 défaites, il faut le rappeler, face à Tajnant et l'équipe de Annaba à domicile. Et donc le GSP qui est en 3e position. Juste un mot sur l'équipe de Barraq. Moi je pense que l'équipe de Barraq s'est trompée de politique. Ils avaient un peu d'argent, donc ils ont essayé de monter une équipe rapidement. Ils ont ramené des joueurs un peu partout. Et puis dès qu'ils n'ont plus eu les moyens, les joueurs sont partis. Alors qu'ils ont une très belle pépinière. Ils ont des U19. Moi j'ai vu les U19, puisque je suis des jeunes catégories. Ils ont une équipe U19 qui a remporté, je pense, la Coupe d'Algérie. Une équipe de U21, donc des jeunes qui ont été sacrifiés, qu'on a laissé partir pour essayer de ramener des joueurs. J'espère qu'ils vont changer de politique et faire le même travail que fait Annaba. Est-ce que la fédération a un droit de regard sur les clubs et la manière de gérer un petit peu leur cursus, surtout que quand on parle des clubs formateurs, un petit peu les protéger de ces phénomènes, jouer les titres et oublier la formation Bon, un droit de regard administratif, peut-être technique, mais pas autre chose. Mais je pense que les mauvais exemples dans ce domaine, je pense qui sont connus. On a une équipe de Bétene qui a été championne d'Afrique, et puis après, rien. C'était le désert. Parce que les gens... Voilà, Biskra aussi. Parce que enfin, je pense que les gens se trompent de stratégie. La stratégie, justement, c'est de faire en sorte... On n'a pas besoin de ramener toute une équipe pour avoir un titre et puis après, rien du tout. Tu peux ramener 1-2 joueurs par rapport à des postes qui te manquent, mais pas ramener, bien sûr, ramener toute une équipe, une armada de joueurs et laisser les joueurs qui sont formés chez toi, tu les laisses en second plan ou bien les envoyer ailleurs. Et je pense que les résultats, voilà, et le résultat de cette politique, je pense qu'elle est connue. Et les mauvais exemples existent, mais les gens, enfin, je pense qu'ils ne tirent pas beaucoup de leçons par rapport à ces exemples-là. Très bien. Alors, juste pour être complet, dans ces exemples dans ces bons exemples, il ne faut pas oublier l'équipe de la JS Skikda qui fait de l'excellent travail avec des joueurs du cru et qui a été gagné donc à Ouatlilet devant une équipe sympathique de Ouatlilet, quand même gagné. Une équipe de Skikda qui, elle aussi, depuis longtemps, travaille avec ses propres joueurs et donne des joueurs à l'équipe nationale. Allez, on passe à un autre match au sud cette fois-ci pour vous parler de cette affiche qui a opposé lycée Ouargla à l'OS Arzew. Un match très disputé, équilibré, comme vous allez le découvrir à travers les images. Nordine Henni dans la salle de Ouargla où on commence à avoir des traditions en matière de handball dans cette région à l'enseigne. Donc ces résultats décrochés ces dernières saisons par l'équipe de Ouargla. Écoutez, ça fait plaisir de voir 3 équipes du Sud. Il y a Ouargla, il y a Alouad, il y a la GS Saoura. C'est une bonne chose
parce qu'on l'a toujours dit, il y a des jeunes talents au niveau du Sud. Il faut juste qu'il y ait des techniciens, des gens qui les encadrent. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup d'handballeurs qui pourront sortir du Sud. Surtout ils ont tout ce qu'il faut, les équipes du Sud. Déjà 3 équipes. Ce qui leur manque, c'est un peu d'organisation et que les techniciens se déplacent, qu'on envoie des techniciens là-bas. Pas uniquement pour entraîner l'équipe senior, mais au niveau des catégories de jeunes, au niveau des écoles, au niveau... Et je pense qu'avec un bon encadrement, une bonne organisation, le Sud va nous donner beaucoup de joueurs pour l'équipe nationale. Vous y pensez, le Sud, M. Laban? Vous donnez beaucoup d'importance dans votre... Bien sûr que de toute façon c'est une partie de l'Algérie et je pense que c'est des gens à aider parce que les difficultés quand les gens du Sud elles sont beaucoup plus importantes que celles des gens du Nord, ne serait-ce que par la distance entre les wilayas ou bien les régions. Et je peux vous donner un exemple. Nous, on a remis en marche toute une région qui est la région de Béchar. Et alhamdoulilah, je pense que ça a donné ses fruits de manière très rapide. On a maintenant au deuxième niveau une équipe de Béchar qui joue à ce niveau-là et qui peut accéder en excellence si bien sûr ce travail est suivi. Très bien. Alors, malheureux incident, après ce match entre Lycée Ouargla qui s'est achevé sur le score de 25-26 en faveur de l'équipe d'Arzeau, eh bien le bus de l'équipe d'Arzeau qui a été caillassé par certains pseudo-supporters de l'équipe de Ouargla, comme qualifié par le président de l'ES Arzeau, Amin Ben Moussa. Bah oui, là, il y a un phénomène de violence qui est en train d'apparaître sur le terrain de handball, chose qui n'existait pas avant. Avant ça, il y a eu des incidents qui ont émaillé le match Roum El Aid contre Borj Baririch, où il y a eu des incidents. Il y a eu ce problème de caillassement de bus. Il y a eu également, j'ai appris qu'au niveau de la D2, qui est gérée par la Ligue de la région d'Oran, un match, Tlemcen contre Belabès, où il y a eu un envahissement de terrain et 6 joueurs de Belabès blessés. Donc je pense que, Monsieur le Président, il va falloir réagir de manière beaucoup plus... Je pense que nous, on agit de manière très ferme par rapport à ces incidents-là. Et après, de temps en temps, on entend parler d'incidents à droite et à gauche qu'on gère, mais on est très, très intransigeant par rapport à ces actes-là parce qu'on voudrait avoir déjà une discipline propre. On ne voudrait pas que des fléaux d'autres disciplines viennent dans notre discipline. Et aussi, je pense que les gens du handball, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. Après, on parle de pseudo-supporters. Moi aussi, je dirais que c'est des pseudo-supporters. Parce que si tu vas voir les gens qui sont vraiment actifs dans le handball, c'est des gens qui sont tristes par rapport à ces événements-là. Très bien. Et moi, j'avais parlé avec votre directeur d'organisation sportive pour essayer de changer la journée du vendredi. Le pays traverse une période difficile. Le vendredi, donc ça peut être des gens qui viennent de l'extérieur et qui font des... Donc, d'essayer de programmer pour les jeudis ou pour les samedis. Bon, maintenant, les élections, c'est pour bientôt, donc je pense que ça va changer la donne. Mais avant cela, le vendredi, c'était quand même une journée difficile pour les matchs de hand. Mais il faut savoir que le handball se pratique tous les week-ends. Peut-être qu'il y a une division qui joue le vendredi, une autre et d'autres qui jouent le samedi. Donc c'est une question de programmation et de choix aussi des équipes. Parce qu'il faut savoir que les joueurs de handball ou bien les dirigeants de handball, c'est des gens qui travaillent pendant la semaine et qui étudient, c'est des gens qui sont actifs. Donc, ils demandent à se reposer les samedis. Non, il y a ceux qui se déplacent le jeudi soir pour vendredi revenir, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a d'autres championnats qui se jouent pendant tous les week-ends. Avec il n'y a pas que la division. Voilà, on va découvrir les résultats de cette 7e journée. On se retrouve juste après.
découvrir les résultats après cette septième journée. Avant de parler des dames, on a parlé tout à l'heure de l'urgence de placer une DTN. C'est fait, ça va être officialisé dans les jours à venir. Il s'agit de Karim Beshkour. On va écouter les différents techniciens, à commencer par l'entraîneur Nordin Badis, l'entraîneur du CRB Borj Bouarij, parler surtout de l'importance d'une DTN dans une pareille discipline. On l'écoute. Technicien, donc la Fédération algérienne de handball n'a pas de direction technique nationale. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non, je pense que c'est pas normal. Normalement, il y a une direction technique pour donner son avis, surtout sur les aspects techniques. C'est dur pour les joueurs la deuxième phase. On va jouer, Inch'Allah, 21 matchs de championnat, plus la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, qui se déroule Inch'Allah, à Alger. Je pense que c'est trop dur pour nos joueurs. Alors, une dernière question. Notre son de cloche, celui de Sidi Ali Guetti, l'entraîneur du CRB Barraqi, au micro de notre collègue Sofiane Hamoudi. احنا لي كلوب راهو ريسبكت لو بروغرام تاع لا فيدراسيون مالغري كو راح تكون شهرين ونص تاع اون تخاف سي فريمون شغل كبيره بزاف بارابور الكلوب سي كيما نقولوا شغل راح تعاود تبريباري من سيزون واحده اخرى راح تكون كبيره بزاف بارابور تعاود الجوار اسكو تبعتو فاكونس اسكو تعاود اسكو كانت اون تراف صغيره نقولوا مي اون تراف كبيره راح تعاود كلش من جديد فهمتني هذه كيما نقولوا هذه حاجه من كيما نقولوا لي زوبستاكل اللي راح يصراو للفرق ان شاء الله تكون في المستقبل يخموا على لو نيفو هذا تاع لو شامبيونا اللي باش يكون لو بلو او نيفو هذا اللي كيما نقولوا باش يقدر يستفادوا به الفرق الوطنيه. Voilà, pensez à relever le niveau du championnat, notamment ce qui constitue également le cheval de bataille de Nordin Hani, le nombre important des clubs au niveau de la division Excellence. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on est arrivé là à 16 clubs dans cette division? Je pense que les 16 clubs, c'est deux groupes de 8 équipes. Et après, la première phase, c'est une phase, 10 ans sélective. Et la deuxième phase, c'est la phase essentielle de ce championnat, qui est bien sûr le play-off, qui va se jouer avec 8 clubs. Donc les 4 premiers de chaque club. Et je pense que c'est une très très bonne chose parce que chaque année, on a un championnat qui est attractif, qui n'est pas connu d'avance. Et aussi, les clubs vont jouer à fond pendant toute la période du championnat. Je pense que c'est pas aussi mal que ça. Après, maintenant, si on doit avoir un championnat à 6 ou bien à 8, je pense que c'est une bonne et une mauvaise chose aussi, parce que si on est à 6 équipes, imaginez le nombre de matchs par saison déjà. Et aussi imaginer des clubs qui vont si bien sûr on doit augmenter le nombre de matchs, peut-être qu'il y aura des équipes qui vont jouer 2 à 3 fois par saison entre elles. Donc je ne pense pas que ce soit... En réalité, il n'y a pas de formule qui soit dans l'absolu. Voilà, dans l'absolu la meilleure. Mais après, bien sûr, tout est discutable. Je pense que notre avis, on est aussi technicien, notre avis, c'est que il faut toujours avoir un championnat attractif et qui se joue pendant toutes les phases. Et cette formule de jouer en première phase pour avoir une sélection de joueurs, d'équipes plutôt, et une deuxième phase qui est la réelle compétition pour les équipes. 3 groupes pour la division 1? Oui, 3 groupes pour la division 1, ça c'est aussi un choix qui a été fait cette année, tout en avançant dans la gestion de cette fédération, on essaye de nous adapter. Donc, pour les équipes de la deuxième division, des problèmes financiers énormes que rencontrent les clubs, oui. Que rencontrent les clubs, des équipes où on a, bien sûr sur le plan régional, il y a un déséquilibre.
Donc il faut trouver dans toute cette amalgame, il faut trouver des solutions qui arrangent bien sûr les clubs, mais aussi qui maintiennent la compétition. Parce qu'au fait, notre rôle justement, c'est d'élever le niveau et de maintenir une compétition. Et cette année, avec bien sûr avec l'accord de tous les clubs, on a vu que on pouvait ou bien on devait faire ou bien réaménager le championnat, et c'est ce qui a été fait avec bien sûr l'accord de tous les clubs. Très bien. Alors, on va quitter le handball momentanément pour parler d'équitation et la coupe de la fédération organisée cette fois-ci à Ain Defla ce week-end durant 3 journées. Domination des équipes locales, comme nous le raconte Sid Ahmed Bouraïeb. Le reportage est celui de Omar Jmi. Après une longue absence, le centre équestre Bourmama de Ain Defla renoue avec la compétition, cette fois-ci par le biais de la Coupe de la Fédération algérienne d'équitation. Concernant le centre équestre de la wilaya de Ain Defla, prochainement il va y avoir des travaux de réhabilitation pour qu'il puisse être aux normes internationales, et de là pouvoir organiser des compétitions nationales et pourquoi pas des compétitions internationales. Une vingtaine de clubs représentant plusieurs wilayas du pays ont participé aux différentes catégories de saut d'obstacles. La concurrence a été rude et les présents ont été satisfaits du spectacle fourni. Ça va nous pousser un peu à avancer dans ce sport, ça va nous aider, ça va ouvrir un peu des portes pour l'avenir, Inch'Allah. Je viens d'avoir la 2e place avec mon cheval ultra du Grand Prix. Je suis contente d'avoir cette 2e place, et puis même pour l'organisation, c'était très bien organisé. Chez les jeunes catégories, c'est le jeune prodige Zoher Tarak de Ain Defla qui a dominé la compétition. أنا زاهي ربي يحفظ الشعب تاعنا تاع عين دفلة ومشجعيني بالبزاف كاع نصبح أفضل راكب في العالم في الجزائر وبالك العالم إن شاء الله إن شاء الله. À la fin, la wilaya de Ain Defla a honoré ses hôtes en attendant de donner un cachet international à cette manifestation.